Alors, comme j'aime souvent le dire, il y a deux précautions préliminaires. La première, c'est qu'il est toujours. J'ai reçu, justement, à l'issue de mon dernier passage ici, quand il était question de l'assassinat du jeune enfant Matisse, où j'avais exigé qu'on soit prudent, ce qui est la chose élémentaire, d'un artiste, enfin il s'est dit comme tel, qui a prétendu que ce que je disais n'était pas correct, que c'était un encouragement, mais je ne vais jamais changer sur ce qui me semble être fondamental. Votre émission, je la considère également comme étant une vitrine pour éduquer. Elle est pédagogique. Elle est pédagogique. Nous devons avoir des échanges évidemment républicains, mais je pense que sans être présomptueux, disons-nous qu'on doit aussi pouvoir apporter un tout petit peu de connaissance, de tempérance et de partage avec nos compatriotes. Et quand une personne est à ce stade de la procédure, elle n'est pas autre chose qu'une personne présumée innocente. Donc, je vais le dire, même si les faits sont graves, même s'ils choquent la morale, l'éthique, ce que nous avons au plus profond de nous, au stade où il est encore simple. Il reste présumé innocent. C'est la loi même. Première chose. La loi est dure, mais c'est la loi. La deuxième chose, ça va être la prudence, la précaution que nous devrions également tous avoir souvent quand on n'est pas à l'intérieur du dossier. Moi, je vous dis, j'aime souvent, même si on pense que le moi est détestable, j'aime, étant parfois un acteur de la justice, j'ai été, ce qui m'a le plus révolté et qui m'a conduit à sortir de mon canapé, ça a été le fait d'être spectateur, inerte, écoutant les témoignages qui étaient faits, ou les commentaires qui étaient faits par des tiers, des dossiers dans lesquels j'étais impliqué, mais qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Tout ça pour vous dire que quand vous n'êtes pas à l'intérieur d'un dossier, vous avez une réalité humaine, charnelle, qu'on ne peut pas commenter uniquement à partir de simples présomptions. Donc, cela étant dit, on va essayer de raisonner à partir de conjectures. Le tribunal se trouve confronté, ou plutôt le juge, l'autorité, à chaque étape de la procédure. En matière pénale, on va le rappeler, il y a 3 étapes. Vous avez d'abord l'enquête préliminaire, qui est faite par les policiers ou les gendarmes, sous l'égide du ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République. En fonction des faits, s'ils sont complexes ou s'ils ont une nature criminelle, il est obligé, entre guillemets, de passer par une instruction préparatoire. Et lorsque l'instruction préparatoire a déterminé qu'il y avait des charges suffisantes, il renvoie le dossier devant le tribunal pour être jugé. Chacune des étapes par lesquelles l'affaire passe oblige l'acteur principal à requalifier. Donc je suppose que le procureur de la République, puisque c'est à ce niveau-là que les choses se sont jouées au départ, a estimé, il a dû rencontrer, au vu des éléments, des faits, s'ils sont constants, il devait y avoir au moins atteinte à la pudeur, il devait y avoir des relations sexuelles entre personnes qui sont censées être liées par avoir un lien de sang, et il devait également peut-être que ces relations sexuelles s'expliquaient par un mobile qui pouvait être un mobile de pratique de sorcellerie. Donc, dans ce fatras de possibilités de qualification, il a dû choisir celles qui lui paraissaient être les plus adaptées pour lui permettre de mener vraiment à bout sa mission, c'est-à-dire faire condamner, faire porter devant l'opinion publique le fait qu'il y a un comportement qui est anormal et que ce comportement-là ne peut pas rester impuni. Donc je suppose que c'est au bout du collationnement d'un certain nombre d'éléments de preuve qu'il fait à partir des déclarations des uns et des autres, ce sont des interrogatoires, les témoignages, éventuellement les rapports d'expertise, les constats que peuvent lui faire les agents sur le terrain, c'est au bout de tout ça qu'il pèse lui-même le pour et le contre. Donc, bien qu'il y ait là, en l'occurrence, j'essaie de répondre à votre question, des faits avérés, entre guillemets, évidents, je veux dire, d'inceste, si, après avoir mis tout ça en balance, il lui apparaît que ça ne sera pas susceptible d'être soutenu valablement par tel ou tel élément, il va éliminer ceux qui lui paraissent être fragiles et retenir ceux qui lui paraissent être les plus pertinents. En l'occurrence, il a retenu les pratiques de sorcellerie. Évidemment, il appartiendra après d'apporter la preuve par les éléments tangibles devant la juridiction que ces faits-là sont établis pour permettre de faire juger les personnes qu'il a retenues. Point de vue. Tout ce qui concerne d'ailleurs souvent les atteintes aux mœurs
est relativement difficile à appréhender et à punir. Parce que sur le terrain de la preuve, il y a une véritable difficulté. La plupart du temps, les choses qui sont en rapport avec les mœurs ne se font pas au grand jour. Donc, la loi a encadré la poursuite du procureur de la République en indiquant que, en dehors des hypothèses dans lesquelles il s'agirait d'un concubinage notoire, c'est-à-dire que le père vit de façon ostentatoire, au vu et au su de tout le monde, avec sa fille, et on peut imaginer que, une fois que les portes sont fermées, on peut deviner ce qui s'y passe, en dehors de cette hypothèse-là, pour qu'on puisse être admis à poursuivre le fait qui pourtant est incontesté et incontestable. Même le procureur de la République ne peut pas arriver et dire, moi, procureur de la République, qui suis tenu l'action publique, c'est la même chose, par exemple, pour d'autres infractions, l'abandon de famille, la diffamation, et je crois que c'est le cas également pour l'adultère. Il faut une plainte préalable. Et la loi a dit qu'il fallait qu'il s'agisse de la plainte, je crois, d'un parent. Est-ce que la plainte qu'on va appeler ici dénonciation de la petite sœur pouvait avoir ce caractère-là? J'en doute, en appliquant strictement la loi. Je pense que le procureur, qui est tenté, je peux imaginer qu'il soit tenté, si moi j'avais été à sa place, la première pulsion aurait été naturellement de poursuivre sur le terrain de, comment on a encore dit ça, de l'infraction. L'inceste, voilà, sur cette base-là. Mais quand il se rend compte qu'il va avoir du mal, il préfère se rabattre. Il ne peut pas le laisser non plus aller en liberté, parce que ça va envoyer un mauvais message. Il se rabat sur quelque chose d'approchant. Pratique de sorcellerie. Pratique de sorcellerie. Bien. Maintenant, le problème pour moi, c'est que, pour répondre d'abord à Souley, voilà, le législateur ne peut pas, a prévu des peines que tous les intervenants de la chaîne sont obligés de respecter. Même si c'est abject, même si ça nous conduit à vomir, on ne peut pas faire autre chose que de s'en tenir à ce qui a été prévu. Et c'est là où je voulais donc éliminer la deuxième confusion, qui est que dès lors qu'on a éliminé, pour l'instant, parce que ça peut évoluer plus tard, les qualifications ne sont pas figées absolument. Jusque devant le tribunal de la formation du jugement, chacun des acteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, est amené à réexaminer les faits tels qu'ils lui sont présentés. Donc, peut-être je peux me tromper, oui. Le droit camerounais n'a pas aboli la condamnation à mort, la peine de mort. Non, il n'a pas aboli la condamnation à mort, qui continue à s'appliquer, même si dans la pratique. Donc on peut le condamner, sauf que à mort, sans cette qualification. Sauf que c'est le juge. Non, pour cette qualification. Sauf que ce fait précis, on doit rester. Ni l'inceste, ni la pratique de sorcellerie ne sont punissables. Et les deux réunis? La peine de mort. Non, les deux réunis pas. Même si les deux avaient été réunis, même s'il y avait eu plus que ça, même s'il y avait eu le viol, les peines... Alors, la loi camerounaise, je ne veux pas être saoulant pour vos téléspectateurs, mais normalement, on fait ce qu'on appelle un prix de gros. C'est-à-dire que si vous êtes poursuivi pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 infractions, si on avait été aux États-Unis, par exemple, on vous jugerait pour l'infraction 1, on vous donnerait l'infraction, on vous jugerait pour l'infraction 2. Au Cameroun, les peines cumulées ne peuvent pas dépasser le maximum prévu pour l'infraction la plus sévère. Donc, on va prendre la plus haute expression pénale, et c'est elle qui va être la limite que ne peuvent pas dépasser l'ensemble des condamnations prononcées. Voilà, c'est un système, c'est fait, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc là, en l'occurrence, il a retenu la pratique de sorcellerie. Et la pratique de sorcellerie, à mon avis, est une sorte d'échappatoire commode pour lui. Parce que là, on ne lui demande pas d'apporter une preuve particulière. Parce que si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas grand monde aujourd'hui dans un droit moderne, un code pénal moderne, pour qu'une infraction puisse être qualifiée. Vous devez apporter, apporter la preuve d'éléments matériels, et deuxièmement, apporter la preuve de l'intention coupable. Bien. Or là, la pratique de sorcellerie, dans son fondement même, je ne parle pas du cas particulier de Saint-Désir, enfin, la personne mise en cause, là, sur laquelle vous nous interrogez, mais il est difficile d'établir que le fait d'avoir mis 2 ou 3 petites graines de quelque chose peut avoir entraîné la mort ou l'échec de telle ou telle personne. Donc il manque un lien de causalité entre l'acte matériel qui a été fait et le résultat éventuel. Là, en l'occurrence, la pratique de sorcellerie peut être difficile. Mais en même temps, elle est commode pour lui, puisque, tel que le législateur l'a défini,
Ça semble être une sorte de qualification valise. Le texte dit simplement que est punissable encore d'une peine, je ne me souviens plus du montant, mais ça ne doit pas dépasser, ça relève en tout cas du tribunal de première instance. C'est une infraction correctionnelle. À mon avis, ça doit être dans les 3-5 ans maximum de prison. Toute personne qui se livre à des pratiques de sorcellerie susceptibles de troubler l'ordre public. Voilà, c'est comme ça que la loi le définit. Donc par conséquent, on est plus ou moins dans une situation approchante. Quelqu'un qui proclame une pratique qui, de toute évidence, est une pratique de déviation, de déviance, qui allègue lui-même qu'il le fait pour obtenir tel ou tel résultat. D'ailleurs, si vous voyez son apparence, vous-même, je vous dis, ça fait peur, rien que son apparence. Et puis, l'ordre public, qui manifestement est mis en cause. Moi, je pense que le procureur s'est raccroché à ce qui lui paraissait être le plus petit dénominateur commun entre la difficulté à prouver l'inceste et la remise en liberté pure et simple, parce qu'il n'a pas pu poursuivre. Il a pris l'infraction qui lui permettait d'engager des poursuites. Voilà. Bon, évidemment, là, je vais juste vous répondre en tant qu'observateur de l'extérieur. Moi, j'ai comme le sentiment, à titre personnel, qu'il n'y a rien qui est fait au hasard. Le silence est un silence étudié, scientifique, qui permet justement d'entretenir l'énigme. La date qui a été choisie pour le comité n'est pas non plus, à mon avis, le fait du hasard. Et je pense que ça permet à tout le monde de rester dans une sorte de posture, de position, d'attente, dont le détenteur de la parole va tirer profit au moment où le moment qui lui paraîtra le plus opportun. C'est une façon de faire que tout le monde qu'on pratique habituellement, surtout en matière politique. Parce que là, en l'occurrence, il peut se passer deux choses. La première, ça peut être que ça permet de faire monter les enchères pour que, à l'occasion de la mise en œuvre de la plateforme, l'accord politique qui existe entre eux, le fait d'avoir fait mousser, d'avoir fait attendre longtemps peut effectivement permettre de tirer les marrons du feu. N'oublions pas que si vous n'aviez pris que cet élément-là, tout seul, on aurait pu éventuellement se dire que ça risque d'être un pétard mouillé. Le président de la République est largement chahuté pour son âge. Il est extrêmement faible sur ce terrain. Le président de la République a un bilan qui est relativement faible. Et puis, comme le disait Soulé tout à l'heure, la rue gronde, le peuple finit par être un peu plus pressant, un peu plus exigeant que d'habitude. Donc, pourquoi ne pas donner l'impression aux partenaires habituels qu'on pourrait être même si ce n'est pas l'élément déterminant du RDPC, parce qu'on va entendre tout à l'heure le président du RDPC qui nous dira que, de toute façon, pour elle, pour le RDPC en tout cas, ça ne peut être qu'un épiphénomène. Mais ce sera un élément supplémentaire, une épine, un caillou supplémentaire de plus au RDPC ou au président Biya. J'ai oublié un élément important, vous vous rappelez, ce qu'on n'a jamais vu ici jusqu'à présent, le clergé catholique a chahuté le président. Donc l'ensemble de ces éléments fait que vous qui êtes dans un accord de partenariat, vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas le moment aussi de faire monter les enchères. Je vous signale en passant également de l'observateur que je suis qu'il aurait été relativement plus facile d'indiquer par un communiqué ou par quelqu'un, dire que voilà, nous tenons simplement notre comité, nous sommes dans une alliance depuis bien longtemps, nous n'avons pas l'intention de remettre en cause ce qui a si bien marché. Parce que comment je l'entends, s'il me dit que vous avez fait des accords pour veiller à l'état de droit, à la situation, l'état délabré de l'état de droit aujourd'hui, tout ce que nous pouvons voir, si c'est ça que vous avez maintenu, qui a justifié le maintien de l'UNDP dans l'accord jusqu'à aujourd'hui, je ne vois vraiment pas pourquoi on aurait besoin d'un nouvel organe pour réexaminer les choses. Parce que nous tous, sans être un spécialiste de la science politique, nous voyons très bien que sur ce terrain-là, c'est un échec du pouvoir en place, et je peux aussi imaginer sans doute de ceux qui le soutiennent, des partis qui le soutiennent. Donc si c'est sur ça que s'est fait cet accord et qu'il s'est maintenu depuis 1992 ou 97, alors là, vraiment, moi je m'interroge. Donc il aurait été relativement plus facile, puisque pour eux, rien n'a changé, de dire tout simplement dans un communiqué, il n'y a rien. Mais ils laissent
monter le suspense jusqu'au bout pour pouvoir entretenir justement cette ambiguïté. Tout comme il est aussi concevable qu'aujourd'hui, étant dans le cercle privé, étant ce qu'on appelle un initié, qu'il puisse imaginer que ça se trouve, les cartes sont ouvertes, le jeu est ouvert. Je vous signale en passant que moi, je ne veux jamais qu'on se contente d'un seul élément, parce qu'une hirondelle ne fait jamais le printemps. Il faut pouvoir avoir la vision globale. Dans le même temps, il ne vous a pas échappé que M. Issa Chiroma Bakari, lui aussi, se voit pousser un certain nombre d'éléments qui le conduisent à ne plus avoir l'attitude qu'on a toujours su, on va dire, sans être désobligeant à son égard. C'est quelqu'un que j'aime bien pour son passé d'opposant en tout cas. Je n'ai pas envie d'être totalement désobligeant à son égard, mais jusqu'à présent, on a plutôt trouvé qu'il était relativement servile à l'égard du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, ça le démange un tout petit peu. Donc si, dans tout ça, on ne voit pas qu'eux aussi ont constaté que le pouvoir est en train de chanceler, en tout cas des mains du titulaire aujourd'hui, et que les cartes risquent d'être rebattues, il faut peut-être essayer de tirer son épingle du jeu. Alors là, franchement, je voudrais retourner à l'école. Il faudrait déjà, avant d'essayer de répondre à votre question, que je vous indique que je pense que pour les citoyens que nous sommes, ce à quoi on assiste ne peut être que sain, S-A-I-N, pour la démocratie. Parce que ce à quoi on a assisté jusqu'à présent, ça a été que des simulacres. On se rappelle que la dernière élection, le président n'est pas apparu plus de 6 minutes. Il a été faire une apparition, on va dire, totalement surréaliste dans l'extrême nord, et on n'a plus jamais vu nulle part pendant la campagne électorale. Donc, si aujourd'hui, les cartes peuvent être rebattues pour que, même si ça devait être lui à nouveau, il puisse savoir qu'il y a une contestation de la base de ses partenaires et autres, ou du moins des demandes, des exigences, dont le montant est devenu un peu plus élevé, je ne pense pas que le citoyen puisse s'en plaindre. Donc je trouve ça, pour ma part, largement salutaire que le pouvoir puisse trembler. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense que cet effet psychologique, qui aussi fait partie du calcul, moi je pense que j'aurais été à la place des responsables de l'UNDP, je n'aurais pas fait autrement. L'édifice est ébranlé. Encore une fois, tout le RDPC, quand on vous dit une plateforme avec le RDPC, moi je ne sais pas s'il existe un RDPC. Tout le RDPC se résume sur la personne physique du président de la République. Bien. Donc, or, le même président de la République, avec la force qu'il peut avoir de son statut de président de la République, a aussi des faiblesses de l'homme que nous pouvons voir aujourd'hui. Il est atteint par l'âge, il est de plus en plus alerte pour la direction des affaires de la cité. Pendant un certain temps, d'ailleurs, on l'a donné pour mort. Et on voit très bien que partout, les éléments de base qui constituent le tissu social, le clergé, je crois un certain nombre de jeunes, le mouvement MRC à Paris l'autre jour, qui a charrié un certain nombre de personnes, démontrent, même si on peut toujours se poser la question sur leur capacité électorale, leur poids électoral, sont-ils inscrits, auront-ils la possibilité de voter, etc. Mais au moins, cet appel, cette mobilisation démontre que le parti ne peut pas avoir les mêmes certitudes que celles qu'il a eues jusqu'à présent. Donc, de ce point de vue, tous les alliés comptent. Et je pense qu'ils comptent d'autant plus qu'ils s'appellent UNDP. On a le poids historique qui a été retracé ici par les uns et les autres. On a la force de ce qu'on peut. L'UNDP a capitalisé sur son nom un certain nombre d'éléments historiques qui, même si son poids s'est étiolé avec le temps, son poids arithmétique s'est étiolé avec le temps, reste quand même encore un poids qui impacte les esprits. Et aujourd'hui, perdre un tel allié, de mon point de vue, est envoyer un message qui risque d'être un message, de mon point de vue, contre-productif. Ce n'est pas pour rien, je suis désolé. Le pouvoir, même s'il est fort, même s'il est là depuis longtemps, a toujours besoin
d'être sûr qu'il n'est pas contesté. Rappelez-vous, regardez tous ceux qui sont dans la sphère. Mon ministre délégué à la justice, je ne sais pas quel est son poids, mais pourtant, je pense qu'il serait confortable pour le pouvoir qu'il reste en place. Alors imaginez voir, lorsque vous appelez UNDP, perdre un tel allié parce qu'il estime que vous n'êtes plus en capacité de tenir l'engagement. Je pense que le RDPC aurait tort, et c'est de ce point de vue-là que je pense que le poids psychologique de l'UNDP est forcément l'un des éléments sur lesquels il a envie de capitaliser, soit pour faire monter les enchères, en sachant bien qu'il va rester, quel que soit le cas, dans la plateforme, ce qui n'est pas exclu non plus, mais en ayant une meilleure position, en demandant un peu plus, ça fait partie des négociations politiques, ou alors peut-être que il estime que franchement il n'y a plus rien à en attendre et qu'il vaut mieux se séparer que de continuer. Et à ce moment-là donc, comme M. Maïdadi l'a dit tout à l'heure, à ce moment-là, le comité central, après avoir fait l'analyse de la balance, va certainement prendre la décision qui lui paraîtra la plus appropriée. Quand vous parlez de légèreté, je me demande de quel côté elle doit pencher, la légèreté. Le Cameroun n'a pas inventé la fonction présidentielle. Le Cameroun est rentré dans un processus, on aurait pu rester sur le régime de la chefferie, élire un président de la République qui est en réalité le chef de tout le Cameroun. On est rentré dans le champ d'une constitution qui élit un président de la République. Le président de la République, c'est un homme. Il a rendez-vous avec des gens qui lui font confiance à lui. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs que c'est le seul élu. Je ne parle pas des autres pouvoirs, mais dans l'architecture gouvernementale de l'exécutif, c'est le seul élu. Comment pouvez-vous expliquer raisonnablement et nous dire que c'est moi qui suis léger, que celui qui vient solliciter le vote sur sa tête à lui et à qui on donne, qui après disparaît, a la possibilité de désigner des institutions que nous, on ne connaît pas, et vous nous dites que c'est nous qui sommes légers. Ça marche comme ça partout. On a besoin d'avoir un président de la République qui doit être notre mandataire. C'est ça son titre, à la réalité. C'est lui qui est notre mandataire. Je voudrais juste terminer en vous disant que peut-être que nous sommes nous-mêmes en train de nous tromper, et je me demande aussi, parce que, je vous dis encore une fois, quand on regarde les éléments sur une seule base, on peut peut-être se tromper. Je suis étonné, je me pose la question, peut-être que ce que je vais dire est une pure folie, mais je sais que il va manquer à l'élection présidentielle un adversaire. Il y a 90% des chances que le président actuel se représente. Bien. Il va donc lui manquer, de mon point de vue, un opposant. Donc, il y a un double jeu de cisaillement qui fait que on essaye, ou on a déjà acté le fait que le président du MRC ne pourra peut-être pas se représenter, et on va essayer de tout faire pour cela. Mais comme il faut donner un crédit à l'élection présidentielle, lui trouver un adversaire qui soit à peu près à son poids et qui donne un certain crédit. Donc, il n'est pas à exclure que même votre comité soit une sorte d'arrangement entre personnes qui fassent que, à la fin, on ait un opposant, factice, qui va à tous nous donner l'impression que nous avons bel et bien une candidature qui tienne le coup, puisque s'il n'y avait pas Maurice Kamto éliminé, les autres sont de si peu de poids, d'après leur calcul, que le président ne risque pas, à vaincre sans péril, il ne risque pas d'y avoir une gloire particulière à sa victoire. Je n'exclus pas cette hypothèse-là. J'ai envie de m'accrocher, je connais la liberté de ton, de Soulé, voilà, oui, qui parfois moi-même me bouscule un peu. Et j'ai envie de faire confiance à son instinct, à son... Mais c'est le terrain. Vraiment, je rends compte du terrain. C'est pas un instinct. C'est-à-dire l'instinct, c'est comme si en réalité... Maître encore rien dit. Maître encore rien dit. Non. Je vais le rassurer parce que lui et moi, on se comprend. Il rassure que parfois vous le bousculez et qu'il apprécie votre liberté de ton. On connaît le dernier épisode. Donc, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est franc. Ok, d'accord. Donc, laissez donc Maître poursuivre dans sa franchise. Voilà. Moi, personnellement, j'ai eu tellement de blessures, d'espoir dans tout ce qui se réalise sous le régime du renouveau depuis peut-être depuis 1984. Vous voyez que ça fait beaucoup de blessures, beaucoup de bleu à l'âme. Qu'aujourd'hui, franchement, quand je n'ai pas vu
Je suis devenu Saint Thomas, comme chez les catholiques. Il faut que j'ai vu, que j'ai touché du doigt pour pouvoir être sûr que je détiens bel et bien l'élément qui a été promis. Mais il y a tellement... Vous avez vu, on parlait de la campagne électorale tout à l'heure, le nombre de fois où le président de la République venait de lui-même, il prenait l'engagement de ce que il allait engager, ça a commencé par les grands projets, c'était les grandes ambitions. Bien, on nous a dit, vous allez voir ce que vous allez voir. 7 ans après, ça a été des grandes réalisations. Aujourd'hui, vous regardez partout. Aujourd'hui, c'est les grandes opportunités. Bien. On a vu, on oublie toujours qu'on a dû reporter le début de la Coupe d'Afrique des Nations dans ce pays parce que nous n'étions pas prêts pour cela et pourtant les fonds avaient été débloqués. Et que même après la même coupe, aujourd'hui, il y a des stades dont la réalisation n'est pas encore achevée de façon définitive. Je vous assure que quand vous êtes un Camerounais, comme on peut l'être, il faut être animé d'une envie, soit d'une capacité d'oubli, d'effacement immense, soit alors peut-être de conviction particulière pour pouvoir à nouveau continuer à croire à ce que vous n'avez pas vu concrètement. Moi, je suis dans cette situation-là aujourd'hui. Évidemment que si c'était le cas, on serait tout à fait heureux de voir la ville de Yaoundé se transformer. Il était temps. J'ai d'abord beaucoup de mal à comprendre qu'on ait pu laisser la ville se déliter, comme on a pu le voir. Moi, je ne comprends vraiment. C'est pour ça que je vous dis, le degré d'irresponsabilité auquel on en est arrivé par la voirie. Quand on dit la voirie, ce n'est pas que les poubelles, les ordures. C'est aussi les infrastructures, d'une façon globale. Pas l'électricité, des poteaux qui tombent ruines, les nuisances visuelles, puisque vous avez des fils qui traînent de partout, les eaux stagnantes, pas de route. Mais je vous assure que j'ai du mal à comprendre comment on a pu en arriver là. C'est pour ça que j'ai aussi un peu de mal, même si vous allez me dire, peut-être que ça peut d'ailleurs fonctionner dans les deux sens. Ça peut être un élément de crédibilisation du projet, comme ça peut aussi être, de mon point de vue, un élément de doute et de scepticisme. Je veux parler des perspectives électorales à venir. Parce qu'on a compris qu'il va se passer quelque chose, il faut qu'il y ait un truc qui bouge, donc du coup on essaye de repeindre toute la façade, même si le dessous, ce qui sous-tend l'intention véritable n'est pas là. On donne des choses à paraître. Donc, moi, je reste, mais je vous assure, vraiment, je suis désolé. J'ai envie de te croire, Soulé. J'ai envie d'adhérer à quelque chose, un espoir. Mais ce que nous avons pu voir jusqu'à présent dans ce pays, je vous assure que moi, je suis énormément sceptique. Maintenant, je pense que s'il fallait évidemment reformer la ville, et les difficultés auxquelles on est confronté, qui sont pratiques, je vous assure que même en pleine nuit, en rentrant l'autre jour, il était à peu près 22 heures. À Yaoundé, on avait encore sur l'axe qui part, vous voyez, de la route, l'axe de Mvolier jusqu'à la poste centrale, vous aviez un embouteillage des deux côtés de la route, et qui était un embouteillage sur au moins 3 km. Et vous avez ça, et on était à 22 heures. Imaginez voir ce que ça peut être aux heures de pointe. Et toutes les routes, moi je me pose la question, quand on sait que Yaoundé, à la réalité, n'est pas aussi bien desservi que ça. Vous avez des petites routes annexes qu'on a essayé de créer de plus en plus, c'est vrai, mais les axes principaux, soit ils ne sont pas praticables de façon à fluidifier le trafic, soit alors n'existent pas. Alors, quand vous avez qu'une seule route qui permet de traverser Yaoundé de part en part, et que c'est cette route-là qui donne lieu à des blocages, comment voulez-vous que les citoyens, à qui on n'a pas par ailleurs donné une chance de pouvoir avoir une activité normale, qui se débrouille avec la grande loi de la débrouille qu'on connaît, lorsque vous empêchez, vous mettez ces difficultés-là, moi je ne... Voilà, peut-être que, comme vous le dites, le plus pratique aurait été effectivement de recréer toute une ville à côté et essayer de faire la jonction après. Vous avez cité beaucoup de villes, il y a aussi Abuja, qui est devenue une capitale qu'on a créée de toutes pièces et qui a entraîné le transfert de Lagos à Abuja aujourd'hui. Tout ça a été parfaitement envisageable. Oui, pour les raisons que je vous ai indiquées. Je pense que Soulé vient de me tendre une bonne perche, qui est d'ailleurs celle sur laquelle j'avais envie de faire rebondir M. Mbassi juste à ma droite, qui est que l'ensemble de ce que vous avez présenté comme étant des avantages n'a jamais été autre sous les autres projets qui ont capoté. Certes, ces deux exécutifs qui sont différents, vous avez un exécutif municipal d'une part
et vous avez un exécutif national d'autre part. Mais comme il n'y a jamais eu cette césure, parce que dans les vrais pays où il y a la décentralisation, dans les pays où il y a une vraie décentralisation, vous avez des recettes propres qui relèvent des activités autonomes avec une autonomie réelle et une contribution de l'État qui est substantielle bien, et qui laisse la possibilité à l'exécutif municipal de réaliser ses objectifs propres qui peuvent porter sur l'école, la fourniture de l'eau, des prestations particulières. Très bien. Là, en l'occurrence, tel n'est pas le cas. Vous continuez à dépendre de la caisse principale. La caisse principale dont on connaît le fonctionnement, puisqu'on a eu l'occasion de l'expérimenter pendant tout le temps que je vous ai indiqué, et à l'occasion des choses qui avaient la même valeur symbolique. Quand on a commencé l'autoroute Yaoundé-Douala, c'était pareil, les financements étaient prêts. Et pourtant, aujourd'hui, on n'a que 62 ou 63 km de fait sur à peu près 300. Donc, qu'est-ce qui, moi, peut me faire penser le contraire, si ce n'est que de voir? Je ne remets pas du tout en cause ce que vous m'indiquez. Et j'ai même plutôt envie de croire que ce que vous dites est réaliste, réalisable ou pas. Mais je vous dis simplement qu'au fond de moi, quand on a été autant de fois écorché